Le Yémen mène des opérations constantes. Et quand je dis constantes, je veux dire des opérations quotidiennes depuis la fin du soi-disant cessez-le-feu de la guerre de 12 jours. Je veux dire, il y avait une certaine coordination avec l'Iran, avec quelques tirs de missiles pendant cette période. Mais depuis, c'est tous les jours. 2 navires ont été coulés en mer Rouge. De plus, maintenant, professeur Marandi, c'est pratiquement la situation d'Israël, si l'on regarde cette image. C'est ce que vit Israël presque quotidiennement à cause de ce que fait le Yémen. Les sirènes retentissent en permanence. L'aéroport Ben Gourion a été visé. Bien sûr, ce que l'on entend sans cesse de la part d'Israël, tout comme pendant la guerre de 12 jours, c'est que ces missiles n'atteignent jamais leur cible. Nous savons aussi, professeur Marandi, que le Yémen ne cible pas seulement Israël et l'aéroport Ben Gourion, mais qu'il a également fermé le port d'Eilat, ou peu importe comment cela se prononce. Je veux dire, il est fermé. Il est en faillite à cause des tirs de missiles constants que le Yémen mène dans le cadre de son blocus. Donc, quand on regarde les échecs du régime israélien, et des États-Unis aussi, c'est le plus grand. Car le Yémen, si l'on considère toutes les données sur le pays, ne devrait pas être capable de faire cela, ni de tirer quotidiennement des missiles hypersoniques vers Israël, surtout si Israël et les États-Unis sont censés être aussi bruyants et dominants qu'ils le prétendent. J'adorerais vraiment pouvoir aller un jour au Yémen. J'ai essayé plusieurs fois, mais apparemment, le vol qui passe par la Jordanie ne me permet pas, ni aux personnes ayant un passeport iranien, d'obtenir un visa pour prendre ce vol. Parce qu'il faut obtenir un visa jordanien, puis embarquer sur le vol pour le Yémen. Ce sont des gens formidables, et ils sont la fierté du Hezbollah, du Hamas, du djihad islamique et de nombreux membres de la résistance irakienne. Ils sont la fierté du monde arabe. Ils se sont levés pour le peuple palestinien depuis le premier jour. Lorsque le Hezbollah détournait l'armée de Gaza pendant l'assaut des premiers mois et aidait vraiment le Hamas, le djihad islamique et les autres à résister à ce blitzkrieg et à ce génocide, le génocide qui a commencé. D'un autre côté, le Yémen fermait les affaires et le commerce pour le régime israélien et rendait la vie plus difficile pour eux. Bien sûr, malheureusement, certains des produits, au lieu d'aller en Israël, allaient en Égypte, puis ils changeaient de navire et les envoyaient en Israël. Mais aussi, Erdogan en Turquie permettait que des marchandises que les Israéliens ne pouvaient pas obtenir d'Asie soient exportées depuis la Turquie. Malgré tout, cela a causé d'énormes dégâts au régime israélien. Et souvenez-vous, il s'agit du même Ansarullah, du même peuple yéménite qui est affamé par le monde. J'ai regardé, c'était assez long, mais j'ai regardé l'interview de Tucker Carlson l'autre soir, et son invité parlait d'Epstein. C'était une conversation très intéressante. C'était très long. Je veux dire, il m'a fallu environ 1 jour et demi pour réussir à l'écouter en entier, parce que je ne pouvais pas m'asseoir et l'écouter tranquillement. J'étais surtout en train de conduire. Mais bref, il disait que des navires de guerre américains, et il en a été témoin, il était sur un navire de guerre américain, allait dans la mer Rouge et l'océan Indien, et il trouvait de petits bateaux qui transportaient des médicaments. À une époque où des enfants au Yémen mouraient de faim et de diarrhée, ils trouvaient des médicaments, juste des médicaments, et ils jetaient tout à la mer, les marins américains. Voilà le Yémen, qui a été affamé pendant 7 ans par les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Européens et les Britanniques. L'Occident les affamait et les étranglait, et les Saoudiens les bombardaient, et les Émiratis les bombardaient. Et la Turquie et le Qatar soutenaient le génocide. Ensuite, bien sûr, après la rupture entre le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats, la Turquie et le Qatar se sont éloignés du conflit. Mais le fait est que tout le monde essayait de détruire ce peuple. Tout le monde.
et les médias arabes diffusaient constamment de la propagande anti-Ansarullah, affirmant qu'ils étaient des ennemis de l'islam, des ennemis du monde arabe, des mercenaires de l'Iran. Et toutes sortes de discours haineux étaient propagés par Al Jazeera, par des milliers de médias financés par ces régimes riches en pétrole et en gaz, pas seulement Al Arabiya, Sky News Arabia ou bien d'autres, mais aujourd'hui, ils sont la fierté du monde arabe. On voit donc qu'après toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, toutes ces morts et le massacre de femmes et d'enfants par la famine, ils restent inébranlables. Et aujourd'hui, ils ont vaincu les États-Unis en mer Rouge. Et après leur accord avec les États-Unis, ils continuent de bloquer le régime israélien. Cela nous montre à tous que nous avons une immense responsabilité. En tant qu'individus, nous ne sommes rien, toi, moi, les autres. Nous nous sentons impuissants. Mais le Yémen, qui est peut-être le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres, grâce à une détermination sans faille, un leadership brillant et une armée remarquable, a réussi à avoir un impact considérable sur ce qui se passe actuellement en Asie de l'Ouest. Je pense que c'est une leçon dont nous devrions nous inspirer. En tant qu'individus, nous devons tous jouer notre propre rôle, peu importe à quel point nous nous sentons impuissants. Nous devons tous jouer notre rôle. Et si nous jouons notre rôle, si nous assumons notre responsabilité, si nous soutenons la résistance et le peuple palestinien, et si nous nous opposons sincèrement aux États-Unis et aux Israéliens, où qu'ils soient, alors je pense que la disparition du régime israélien sera bien plus rapide. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons nous assurer de ne pas être complices d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit le boycott, que ce soit s'opposer aux États-Unis. On ne peut pas soutenir les États-Unis en Syrie et s'y opposer à Gaza. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. On ne peut pas soutenir les États-Unis au Liban et s'y opposer à Gaza. Ce n'est pas seulement hypocrite, cela montre simplement que cette personne n'est pas sérieuse. Mais en tout cas, je pense que le Yémen nous a tous donné une grande leçon, mais aussi de l'espoir. Parce que cela montre, cela va à l'encontre de ce que... C'était quoi le Jerusalem Post? Je regardais pas ça. Oh oui, cela va à l'encontre du Jerusalem Post, de l'ordre post-Iran. Oui, l'ordre post-Iran qui en réalité signifie, selon eux, la résistance elle-même. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. C'est la résistance. C'est un ordre post-Iran. C'est absurde. Mais oui, c'est la résistance elle-même. Ce n'est pas l'Iran. Ils essayent de faire croire que tout tourne autour de l'Iran. En d'autres termes, Ansar Allah serait un proxy. Le Hezbollah serait un proxy. Le Hamas serait un proxy. Le djihad islamique serait un proxy. La résistance irakienne, c'est absurde. Ils ont tous leur propre volonté. Ils agissent tous par principe. Ils ont tous fait leurs sacrifices par principe. Des milliers au Liban, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers, je ne sais pas, des milliers au Yémen, et ainsi de suite. Et bien sûr, à Gaza et en Cisjordanie, ils ont fait d'énormes sacrifices par principe. Ils ont gagné du temps pour Gaza, et ils ont donné de l'espoir au reste d'entre nous grâce à leur résistance. Alors que puis-je dire? Qui suis-je pour parler du peuple du Yémen? Oui, eh bien, la chose intéressante, si l'on se souvient de Marandi, c'est que pendant la campagne de bombardement au Yémen, au début de l'administration Trump, à la fin de celle-ci, l'une des choses qui a irrité Israël, et en réalité les soutiens d'Israël, c'est que l'une des stipulations, l'accord, ce mystérieux soi-disant accord de cessez-le-feu qui a été négocié avec Ansar Allah, sans qu'il n'y ait ni stylo ni papier, n'incluait pas l'arrêt des frappes contre Israël. Ainsi, le Yémen a essentiellement obtenu, directement ou indirectement, selon les versions, l'autorisation de continuer. Et c'est ce qui s'est passé.
Et vous voyez cela dans les médias grand public occidentaux encore aujourd'hui. Vous voyez des réactions comme celle-ci. Trump a revendiqué la victoire contre les Houthis dans la lutte pour le transport maritime en mer Rouge. Maintenant, il coule à nouveau des pétroliers. Mais il y a toujours un ton, chaque fois qu'on parle d'Ansar Allah dans les médias israéliens et occidentaux, qui laisse entendre que ce qui a été fait contre Ansar Allah, la guerre, n'était pas suffisant. Et non seulement cela n'a pas suffi, mais Israël se retrouve maintenant dans une guerre d'usure prolongée contre Ansar Allah, alors qu'il tente de poursuivre ce projet du Grand Israël. Oui, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. L'establishment politique aux États-Unis et en Occident, ils soutiennent tous le suprémacisme ethnique, le nettoyage ethnique, le génocide. Peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates, ou qu'ils soient travaillistes ou conservateurs au Royaume-Uni, etc. Ils sont tous pareils. Donc, si vous vous souvenez de la guerre de 12 jours avec l'Iran, cette guerre d'agression, on a vu sur CNN, en tout cas, moi je l'ai vu, j'ai vu des extraits. Je ne regarde pas CNN, mais j'ai vu des extraits où il parlait de cellules dormantes iraniennes aux États-Unis. Alors, qu'essayait de faire CNN? CNN cherchait à antagoniser l'Iran aux yeux des Américains ordinaires. Ils essayaient de créer la peur et la haine, et ils essayaient de susciter la peur et la haine envers les Américains d'origine iranienne, dont beaucoup n'ont même jamais vu l'Iran. Ils sont nés aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux ne parlent même pas le persan, mais leurs parents ou grands-parents ou peu importe qui venaient d'Iran, ou peut-être seulement un parent. Mais l'essentiel, c'est qu'ils étaient prêts à sacrifier la sécurité de tous ces Américains d'origine iranienne aux États-Unis afin de diaboliser l'Iran, afin de justifier la guerre de Trump contre l'Iran. C'est de cela qu'il s'agissait. Ainsi, que Trump ait réussi ou non à endommager les sites nucléaires iraniens, qu'il ait causé des dégâts réels ou non, ses opposants vont promouvoir le récit selon lequel les dégâts qu'il a évoqués n'ont pas eu lieu afin de pousser à la guerre. Et c'est exactement ce qu'ils font avec Ansar Allah. Pourquoi? Parce que le Parti démocrate, le Parti républicain, les libéraux, les conservateurs, ils sont tous des courtisans d'Israël. Ce sont tous des courtisans d'Israël. C'est comme avec Epstein. Pourquoi les démocrates sous Biden n'ont-ils rien fait concernant Epstein? Parce que leurs propres gens sont tout aussi impliqués. Leurs propres donateurs sont tout aussi impliqués. Oui, c'est exactement ce que je pensais tout le temps à propos d'Epstein. Quand les gens disent, quand Trump dit, pourquoi les démocrates ne s'en occupent-ils pas? Ils en font une affaire partisane. C'est comme, allez, tu sais bien que c'est pas une affaire partisane. C'est une affaire bipartisane. Exactement. Je veux dire, il a été arrêté quand Trump était président. Ils l'ont tué ou ils l'ont suicidé quand Trump était président. Pendant les années Biden, ils n'ont rien fait à ce sujet. C'est parce que les élites aux États-Unis, vous savez, c'est un seul parti. Je veux dire, ils peuvent avoir des divergences sur l'avortement ou d'autres questions, mais sur les vraies questions, l'hégémonie mondiale, les guerres sans fin, l'Empire et ce genre de choses, le régime israélien, là, il y a un consensus. Et comparé à ces autres questions, ce sont les questions principales, les millions de personnes qui sont massacrées, des pays détruits et le déplacement massif de population à travers la région. Voici les questions clés, et ce sont elles qui ont appauvri les États-Unis plus que tout le reste. Ces guerres sans fin, la destruction de la classe moyenne, etc. Donc il n'y a aucune différence entre les deux partis. Ils essaieront d'humilier Trump sur le Yémen, ils essaieront d'humilier Trump sur l'Iran, afin de préparer le terrain pour la guerre. CNN ne se pose pas de questions sur ces cellules dormantes.
Il parlait de ces cellules dormantes iraniennes il y a quelques semaines. Qu'est-il arrivé? Ont-elles mené leurs opérations? Ont-elles été arrêtées? Non, car ce n'était pas le but. Il n'y avait pas de cellules dormantes. Ils ne veulent que la guerre. Tout comme, vous savez, Saddam Hussein, les mensonges qu'ils ont propagés pour justifier la guerre contre l'Irak ou pour envahir et détruire la Libye, ou encore les sales guerres ici. Je veux dire, l'OIAC, rappelez-vous, juste hier, Al Jazeera a publié un tweet. J'y ai répondu. Ils ont dit que ce qu'Israël fait à la Syrie rend plus difficile de déterminer ce qu'Assad a fait avec ses armes chimiques. Oh là là, obsédés, c'est honteux. Ils savent qu'il n'y a pas d'armes chimiques. Eux et leurs alliés de l'OI et d'Al-Qaïda, leurs alliés takfiris, sont aux commandes depuis 7 mois maintenant. Bien sûr qu'il n'y a pas d'armes chimiques. Je veux dire, ils essaieront de trouver quelque chose. Ils inventeront quelque chose. Mais il n'y avait pas d'armes chimiques. Et l'OIAC, je veux dire, tu connais Aaron Maté, il a beaucoup travaillé sur ce sujet, tout comme plusieurs de nos autres amis. Très bien, beaucoup de bonnes personnes ont fait un excellent travail. Mais dès le début, à Douma, quand l'OIAC a envoyé ses experts, ils sont allés là-bas et ont dit non, ce n'est pas, la science ne montre pas, il n'y a aucun signe que le gouvernement syrien. Et puis quand ils sont revenus, ces personnes ont été écartées et d'autres, tu sais, un rapport politique a été rédigé. Et quand ces lanceurs d'alerte se sont manifestés, personne n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un consensus selon lequel le récit était qu'Assad gaze son propre peuple. Donc Al Jazeera, avec les médias occidentaux, c'est la même chose. Je me souviens quand j'étais à Beyrouth, lorsque les Israéliens ont assassiné Sayed Hassan Nasrallah, quand il a été martyrisé. Et ils prédisaient aussi ce qui allait se passer en Syrie. Ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie, c'est exactement ce qu'il avait annoncé. Et il a tout fait pour sauver le peuple syrien. Et ceux qui ferment volontairement les yeux, ils devront répondre de toutes ces morts que nous voyons aujourd'hui et du succès qu'a eu Netanyahou. Ils continueront à mentir et à prétendre que c'était la faute de l'Iran ou autre chose. L'histoire montrera ce qu'ils ont fait aux Syriens. Et s'ils veulent être achetés, ils doivent agir. Ils doivent réparer ce chaos qu'ils ont créé. Mais en tout cas, donc j'étais à Beyrouth quand il a été martyrisé. Et j'y suis allé la veille. Et le lendemain, je crois, il a été martyrisé. Al Jazeera m'a demandé d'être, je crois que c'était, enfin peu importe, c'était à peu près à ce moment-là, mais c'était après qu'il a été martyrisé. Al Jazeera m'a demandé de participer à leur journal télévisé. Puis juste avant moi, ils ont fait intervenir une journaliste à Beyrouth. Et c'était le début de l'heure. Et elle a commencé à dénigrer l'Iran. L'Iran est horrible. L'Iran viole. Je veux dire, ils bombardent Beyrouth. Ils détruisent des immeubles d'habitation. Ils qualifient ces maisons de bastions, vous voyez, afin de justifier le massacre de Libanais ordinaires. Et donc cette journaliste dénigre l'Iran. Et quand c'est arrivé à moi, j'ai dit « Pourquoi votre journaliste parle-t-elle de l'Iran ?» Ce qui se passe en ce moment, c'est le massacre à Beyrouth de citoyens ordinaires par le régime israélien. Quel rapport cela a-t-il avec les droits de l'homme en Iran? Donc oui, Al Jazeera hier, je crois, ils ont tweeté quelque chose qui montre clairement où ces gens se situent. Je veux dire, il y a de bonnes personnes à Al Jazeera. Il y a de bonnes personnes, vous savez, mais je parle de ces institutions. Il y a de bonnes personnes à la BBC. Je connais des gens bien. Je me souviens d'ailleurs de quelques fois où j'ai eu un débat important ou quelque chose à la BBC et quelqu'un m'appelait de l'intérieur de la BBC plus d'une fois et me disait « Écoute, tu sais, ils te tendent un piège, sois prudent, n'est-ce pas ?» Donc, il y a de bonnes personnes. Mais le fait est que c'est ainsi que fonctionnent les médias occidentaux. C'est ainsi que fonctionnent les médias régionaux. Et c'est pourquoi nous avons encore beaucoup de travail à faire.
Oui, oui. Je veux dire, j'ai eu une expérience similaire avec Sky News pendant le COVID, vers 2020, à une époque où la Chine était davantage au centre des discussions. On m'a invité à plusieurs reprises par quelqu'un qui était clairement plus sympathique. Il me disait, vous savez, faites attention à ce qui va se passer. Et puis ils ont arrêté de m'inviter. Et c'est un peu ce qui arrive quand on dit ce qu'il ne faut pas. C'est intéressant. Pendant la guerre de 12 jours, je n'ai été invité par Sky que 2 fois. Une fois, je n'avais pas une connexion Internet décente. Et la BBC peut-être une fois, puis ils ont annulé. C'était juste après Sky. Je pense que mon échange avec le journaliste de Sky a été très controversé et c'est devenu viral. Et puis, dès que ça s'est terminé, la BBC a simplement annulé en disant « Nous avons un changement de programme et nous ne couvrons plus l'Iran. » C'est une guerre, c'est en tête de l'actualité, mais eux. Donc c'est intéressant de voir que, vous savez, auparavant j'étais constamment invité, mais pendant la guerre de 12 jours, je me suis presque exclusivement exprimé dans les médias alternatifs, ce qui me va très bien. Je ne me soucie pas des grands médias. Il y a de l'inquiétude. Il ne s'agit pas seulement du Yémen qui coule des navires ou ferme les ports. Il s'agit aussi d'utiliser cette résistance continue contre le régime israélien et bien sûr le soutien des États-Unis à ce régime pour préparer une guerre contre l'Iran. Ainsi, le Wall Street Journal rapporte que le Yémen, donc il ne s'agit pas d'Ansar Allah. Oui, regardez le titre. En fait, c'est assez intéressant. Oui. L'Iran, je pense que c'est une œuvre à réécrire. L'Iran cherche à lier game ses alliés miliciens, pas des proxys. Oui, oui, oui. C'est presque légitimé par l'accent. Oui. Mais ce qu'ils disent ici, c'est que vous savez, au cours des dernières semaines du mois de juillet, nous avons vu le régime yéménite soutenu par les États-Unis, qui a en réalité très peu de pouvoir comparé à l'influence d'Ansar Allah auprès de la population. Mais il aurait soi-disant intercepté des armes iraniennes destinées à approvisionner Ansar Allah. Et puis la Syrie, qui reste une préoccupation pour ceux qui considéraient le renversement d'Assad comme une chose très négative pour la résistance dans son ensemble. Le soi-disant gouvernement d'Al-Qaïda en Syrie aurait intercepté des armes en provenance d'Iran qui étaient destinées au Hezbollah. Que pensez-vous de ce récit global? Nous ne pouvons jamais vérifier ces informations, car tout cela n'est que des ouï-dire provenant des services de renseignement occidentaux et des médias grand public occidentaux. Mais en même temps, c'est quelque chose que l'on entend en permanence. Pourtant, ce que l'on entend du côté yéménite, du côté d'Ansar Allah, du côté iranien, du côté de la résistance, c'est qu'ils produisent leurs propres armes. Ils utilisent ce qu'ils ont, des capacités indigènes. Quelle est donc votre analyse à ce sujet? Eh bien, il ne fait aucun doute qu'ils possèdent des capacités indigènes. Il y a des personnes intelligentes au Yémen et au Liban. Et bien sûr, l'Iran les aidera à renforcer ses capacités indigènes. Je suis certain que l'Iran les aidera par tous les moyens nécessaires s'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes. C'est la même chose à Gaza. La raison pour laquelle Gaza parvient encore à résister, c'est grâce au courage des combattants de la résistance, mais aussi parce qu'ils reçoivent du soutien. Il est évident que des armes arrivent d'une manière ou d'une autre. Cela fait maintenant presque 2 ans, donc il est clair qu'ils reçoivent du soutien de quelque part. Au fait, le général qui était chargé de soutenir la résistance à Gaza fait partie des personnes qui ont été martyrisées par le régime israélien dès le premier jour. Mais bien sûr, il a été remplacé et ils continueront à apporter leur soutien. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que ce soi-disant après Iran, qui est en réalité après résistance,
Ce n'est pas l'Iran, c'est bien plus vaste que l'Iran. L'axe de la résistance. Le Yémen est un partenaire à part entière. Il y a le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique et la résistance irakienne. Ils sont tous ensemble dans cette lutte. Donc cette ère post-résistance n'est apparemment pas une idée que le Wall Street Journal partage entièrement. Et ils peuvent dire qu'ils ont intercepté ceci ou cela. Qui sait, comme vous le dites, nous ne pouvons pas vérifier ce qu'ils avancent. Mais en général, je ne fais pas confiance à tout ce qui vient des médias occidentaux. Pendant la guerre de 12 jours, ce qu'ils disaient à propos de la guerre, c'était que l'Iran était en train de perdre tout du long. Et puis, à la fin de la guerre, nous avons vu Bannon, Steve Bannon, qui était très bien informé, dire en gros que la véritable histoire, c'est que Trump avait sauvé Israël. Mais pendant les 12 jours, ce qu'on entendait, c'était que l'Iran était en difficulté. Et vous savez, c'est ça. Et vous savez, quand les Israéliens massacraient des innocents, ils disaient qu'il s'agissait de frappes de précision. Pour tuer un général, par exemple, ils tuaient tout le monde dans le bâtiment. Pour assassiner un scientifique, ils tuaient tout le monde dans le bâtiment. Ce n'est pas de la précision. Ce n'est même pas, enfin, ce n'est pas non plus un exploit des services de renseignement. Un général de division, s'il habite quelque part, ses voisins savent qui il est. Il n'y a pas de maison secrète ou de quartier secret en Iran. Ils vivent à Téhéran. Et puis frapper un bâtiment et tuer 30 enfants, 20 enfants, 15 enfants pour atteindre une seule personne. Les médias occidentaux aiment appeler ça une frappe de précision et un exploit du renseignement. En quoi est-ce un exploit du renseignement? En quoi est-ce de la précision? Donc tout ce qui vient des médias occidentaux, surtout des médias comme Reuters ou le New York Times, ce sont les pires parmi les pires. Je ne les prends jamais au sérieux. Et parfois, vous savez, quand quelque chose arrive et que des gens m'envoient des messages et s'inquiètent, je leur dis généralement, écoutez, si c'est Reuters, laissez tomber. Je veux dire, il y a seulement 3 ans, il disait, le New York Times disait, nous avons 5 sources, ou quelque chose comme ça, que l'ayatollah Khamenei était sur son lit de mort. D'accord. Puis, littéralement, le lendemain, il a été vu en public, il a eu une réunion publique, et il a prononcé un discours 2 jours plus tard. Mais il n'y a aucune responsabilité en Occident, parce que ces médias ne sont pas des journalistes. Ces informations leur sont données par les gouvernements occidentaux et les agences de renseignement. Ils leur disent, publiez ça, nous avons besoin que vous disiez ça, nous menons. Vous voyez, tout cela relève de la guerre psychologique. Donc je ne prendrai rien de ce qu'ils disent au sérieux. Je ne dis pas de l'ignorer complètement, mais je dis qu'ils ne sont pas crédibles. J'ai plus confiance dans l'agence de presse nord-coréenne que dans n'importe quelle agence de presse occidentale. Vous savez, je dis toujours que si les médias occidentaux traditionnels, si les médias israéliens, parfois les médias israéliens peuvent être presque hilarants de vérité à certains égards, simplement à cause de l'arrogance. C'est devenu tellement démesuré à ce stade. Ça déborde littéralement du pot. Les médias hébreux, c'était scandaleux. Oh oui. Ils ne diront pas ce qu'ils pensent vraiment. Le racisme, le suprémacisme, la laideur, c'est pas vraiment montré autant en anglais. Non, oui, j'imagine. Les chaînes Telegram et tout ça, c'est horrible. Drew, je veux juste afficher cet article une fois de plus, pour que les gens sachent de quoi tu parlais à propos de l'ère post-Iran au Moyen-Orient a commencé. C'est ce que disent certains penseurs du Jerusalem Post. Mais dans le même ordre d'idées, comme vous l'avez dit, professeur Rodney, Yavon Sorella poursuit cette opération. La résistance continue. Je veux dire, Israël et ils sont en train de dévaster Gaza. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils commettent un génocide.
Mais la résistance continue. Et vous avez Al-Qassam qui publie des déclarations affirmant qu'il reste ferme pour s'assurer que tout règlement qui pourrait avoir lieu, cessez-le-feu quelle que soit la forme que cela prenne, soit non seulement total, mais aussi bien sûr qu'il puisse être soumis à une forme de responsabilité, ce qui à mon avis n'est pas possible. Pour être honnête, à ce stade, il n'y a aucun moyen de demander des comptes à Israël. Mais ils restent très fermes en affirmant qu'ils vont continuer à affronter et à combattre Israël autant qu'ils le peuvent, aussi longtemps qu'il le faudra. Ce n'est pas vraiment le récit que l'on entend dans les médias occidentaux traditionnels. Un jour sur deux, on trouve des articles comme celui-là, professeur Marandi, dans le Jérusalem Post. L'Iran est vaincu. Le Hezbollah est vaincu. Le Hamas est vaincu. Le Yémen est vaincu. C'est ce que vous entendez. Malheureusement, ceux qui s'opposent à l'Iran, et certains d'entre eux prétendent soutenir la Palestine, comme je l'ai dit, sont influencés par l'idéologie takfiri. Même s'ils ne se considèrent pas comme salafistes, wahhabites, takfiris ou disciples d'Ibn Taymiyyah ou de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils restent tout de même influencés par cela. Ils aiment croire tout ce qui est négatif à propos de l'Iran ou de la résistance. Donc, ils aiment dire que le Hezbollah a été vaincu parce qu'ils détestent le Hezbollah. Je veux dire, le Hezbollah s'est tellement sacrifié pour le peuple palestinien. Qu'ont-ils fait eux? Qu'ont-ils fait pour la Palestine? Qu'ont fait ces pays pour la Palestine? Lequel de ces pays est sanctionné? Lequel de ces pays a été puni par les États-Unis? Pas un seul. Lequel d'entre eux a payé le prix? Et ils trouvent toujours des excuses. Un jour, ils disent « Non, en coulisses, l'Iran est en train de conclure un accord. » Très bien, maintenant l'Iran a été bombardé. Quelle est la nouvelle version? Donc c'est toujours quelque chose de négatif. Ils diront que la résistance a été vaincue. Je me souviens qu'après le cessez-le-feu, ces gens parlaient avec un tel mépris pour le Hezbollah et se réjouissaient, à leurs yeux, que le Hezbollah ait été vaincu. Ils se réjouissaient que le Hezbollah ait été vaincu. Ces gens ont un problème. Ils doivent repenser leur position. Et je pense que toute leur vision du monde pose problème. Ils doivent regarder au plus profond d'eux-mêmes et réfléchir à ce qui ne va pas en eux pour penser et agir de cette manière, et pour montrer une telle haine, une haine aussi irrationnelle. Pourquoi craignent-ils autant l'Iran? Pourquoi craignent-ils autant la résistance? La résistance, tout ce qu'elle a fait, c'est maintenir vivant le nom de la Palestine. Personne d'autre n'a fait cela. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de la Bosnie, c'est aussi le Hezbollah qui est allé en Bosnie. Et le Hezbollah est allé au Yémen pour aider. D'après ce que nous entendons, je ne suis pas dans la confidence de ce genre de choses, mais le Hezbollah a montré des images de ces martyrs qui étaient auparavant au Yémen. Donc, ils ont contribué à renforcer la résistance au Yémen. Mais ces personnes, animées par cette haine irrationnelle et cette idéologie takfiri, et elle est promue par des gens que je pourrais nommer, j'en connais certains, je les ai rencontrés, j'ai été avec eux. Je ne veux pas parler de quelqu'un qui n'est pas en ligne en ce moment et qui ne peut pas se défendre. Mais le fait est qu'ils font partie de ce récit. Ils contribuent au récit occidental. Ils contribuent au récit anti-résistance. Ils attaquent constamment l'Iran et le Hezbollah. Alors qu'Abu Obeida ne cesse de remercier l'Iran, le Yémen et le Hezbollah, mais ils font comme s'ils n'entendaient pas cela. Il n'a remercié personne d'autre que ces entités, mais ils font comme s'ils n'entendaient pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés dans cette vision du monde très étrange qui est la leur.